Bonjour Monsieur le Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Merci à vous d'être avec nous pour cet entretien dans le cadre des universités d'été du Conseil national consultatif des personnes handicapées qui ont démarré hier. Alors, le TNTPH ne vous découvre pas, puisque le CSA a engagé depuis de longues années une véritable collaboration avec les associations et le TNTPH. Mais on voulait aujourd'hui prendre un peu le temps de revenir sur quelques questions qui mobilisent les associations et la commission culture du TNTPH, comme la commission accessibilité. Donc, merci vraiment d'être avec nous. Donc il y a d'énormes efforts qui ont été réalisés ces dernières années par les médias audiovisuels pour que les programmes et les contenus soient accessibles à davantage de public, avec notamment le sous-titrage, l'audio-description, un petit peu plus de contenus qui sont aussi accessibles en langue des signes. Mais dans le même temps, les usages ont évolué. On consomme la télévision aujourd'hui de façon très différente qu'il y a 10 ou 15 ans, et on s'aperçoit qu'il y a des nouveaux obstacles, des nouvelles contraintes qui viennent compromettre un peu la vie quotidienne des personnes. Est-ce que c'est une fatalité, ou est-ce qu'ensemble on peut arriver à faire progresser les choses? Alors d'abord, merci beaucoup de votre invitation, cher Président. Cher Jérémy, vous savez combien le Conseil apprécie les échanges que nous avons ensemble, qui sont réguliers et nourris. Vous serez d'ailleurs auditionné vous-même très prochainement par le Conseil. C'est un sujet pour nous de grande attention, parce que dans la régulation du paysage audiovisuel, depuis l'origine, le législateur a toujours considéré que les médias audiovisuels avaient des responsabilités à l'égard de la société, des devoirs à l'égard de la société. Et c'est un volet, ce volet sociétal, je dirais, de la régulation, qui s'est beaucoup développé ces dernières années. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une phase de transformation très spectaculaire des usages. Il y a en moyenne maintenant 6 écrans par foyer. Donc la période que j'ai connue, moi, dans mon enfance lointaine, où on regardait la télévision en famille, sur le canapé, au salon, est une période pas totalement révolue, mais quand même en grande partie. On a bien évidemment l'ordinateur, on a bien sûr la tablette, on a le smartphone. Et donc dans les foyers, les regards sur les contenus audiovisuels se font de façon très, très différente. Et puis on a de nouveaux vecteurs également qui sont présents. On diffuse la télévision bien sûr par voie hertzienne, mais on y accède aussi par le câble, par le satellite, et de plus en plus par Internet. Et puis on a de nouveaux acteurs très puissants, très présents, notamment les plateformes de vidéo par abonnement qui sont maintenant dans notre paysage. Et donc au regard de ces transformations très spectaculaires, il faut que le régulateur s'adapte, il faut qu'il se transforme, il faut qu'il utilise des méthodes nouvelles pour mieux appréhender tous ces usages, tous ces nouveaux formats, tous ces nouveaux acteurs. Et on a beaucoup de transformations législatives qui sont en cours en ce moment. Vous savez que le CSA va disparaître, puisqu'au 1er janvier de l'année prochaine, il n'existera plus. Il s'appellera l'ARCOM, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, pour bien montrer que notre champ de compétences s'étend à la sphère digitale. Ce sera une fusion entre le CSA et l'autorité qui est en lutte contre le piratage pour mieux appréhender ces périmètres. Alors, pour essayer de progresser sur les sujets qui vous préoccupent, on a toujours un peu deux voies. Il y a la voie coercitive, la norme, la loi, le décret, avec éventuellement des pouvoirs de sanction ou d'intervention sur les médias. Et puis, il y a une voie qui s'est beaucoup développée ces dernières années, qui est une voie, je dirais, plus collaborative, ce qu'on appelle en droit le droit souple. Donc, c'est des outils nouveaux. C'est notamment ce qu'on appelle les chartes, qui ont le gros avantage de prendre la forme d'engagement volontaire que prennent les acteurs. On ne leur tord pas le bras, on leur dit, voilà, on a un sujet devant nous, comment on peut tous ensemble essayer de progresser. Et c'est un outil qu'on a beaucoup développé ces dernières années, notamment, vous le savez, dans le domaine qui est le vôtre. On a pu signer, sous l'égide d'Édouard Philippe, une nouvelle charte intéressant les problématiques donc, à la fois d'accessibilité des personnes handicapées aux médias, mais aussi de représentation des personnes en situation de handicap dans les médias. Donc on a signé il y a un peu moins de 2 ans. On a signé il n'y a pas très longtemps, on a publié il n'y a pas très longtemps un guide sur une audio-description de qualité, qui sont des outils qu'on bâtit avec vous, qu'on bâtit avec les associations, qu'on bâtit avec les médias. On essaye de mettre tout le monde autour de la table. Et je crois que c'est aussi comme ça qu'on va progresser.
mais il ne faut pas négliger la contrainte. Il faut pas, voilà, il y a des moments où les obligations sont utiles. J'évoquais ces nouvelles plateformes de vidéos par abonnement qui se développent. Et il faut que ces plateformes, ce qu'on appelle les SMAD dans notre jargon, les services de médias à la demande, puissent offrir aussi une accessibilité dans de bonnes conditions. On est en train de négocier avec eux des conventions et cette dimension, donc dans le prolongement d'une directive européenne qui est la directive services médias audiovisuels, qui a été transposée dans notre droit au mois de décembre 2020, va nous permettre, je l'espère, d'enregistrer des progrès en termes de meilleure accessibilité à ces programmes. Ça veut dire que les chartes que vous évoquez, la charte sur la qualité du sous-titrage, sur la qualité de la langue des signes, sur la qualité de l'audio-description, vont pouvoir plus facilement que par le passé faire l'objet d'échanges avec les chaînes au moment où vous conventionnez avec elles, c'est ça? C'est vraiment l'ambition qui est la nôtre, avec quand même un levier que nous utilisons de façon systématique, qui est l'opinion publique. Je pense que ces outils sont très utiles parce qu'ils permettent de mobiliser les acteurs sur une base volontaire, dans un partenariat intelligent avec vous, avec les associations, je le disais. Mais si on veut que ces outils soient efficaces, il faut qu'il y ait un rendez-vous périodique devant les Français, voilà, pour dire ce qui se fait de bien, faut le dire, et puis aussi souligner les points de faiblesse, les points sur lesquels on n'avance pas. Et on sait, vous le savez, vous êtes un observateur très attentif du secteur, qu'on a encore, comme on dit à la Cour des comptes d'où je viens, et on a encore des marges de progression. Alors nous, on le mesure à travers un baromètre que vous connaissez, nous publions tous les ans, donc on appelle le baromètre de la diversité, puisque l'une de nos missions, c'est de veiller à ce que les médias donnent une juste représentation de la diversité de la société française. Et on voit que sur la représentation des personnes en situation de handicap, on a encore de très gros progrès à faire. Alors il y a une prise de conscience, le service public est peut-être par nature plus réactif, ce n'est pas le seul, il y a des acteurs privés du secteur qui sont également en initiative et en mouvement, mais c'est une action, j'allais presque dire un combat quotidien, et c'est très important pour nous d'avoir ces rendez-vous périodiques avec vous, de vous entendre, d'entendre les points de vue des associations et surtout de pouvoir venir devant les Français et prendre les Français à témoin aussi. Il faut que l'opinion publique, aussi par son action, fasse pression sur ces acteurs. Donc c'est moins de 1% en fait des personnes handicapées visibles à l'écran sur les médias. Alors il y a quelques jours, l'équipe de France qui était partie à Tokyo pour les Jeux paralympiques est revenue avec beaucoup de médailles, avec une belle place au classement. Et est-ce que vous avez, à l'occasion de ces Jeux, eu le sentiment que finalement il y avait une meilleure visibilité que par le passé de ces Jeux et qu'on montrait un peu plus le parasport? D'abord, je crois que ça a été pour nous tous un moment absolument formidable parce qu'on a assisté à des moments sportifs absolument remarquables avec des athlètes formidables. Ça, je crois que tous les Français qui ont regardé ces images en ont été vraiment frappés. Il y a eu une espèce d'adhésion à ce mouvement très fort. Et je trouve formidable cet engouement qui a entouré nos athlètes pendant les compétitions et puis à leur retour. On avait fait une mobilisation, vous le savez, avec l'ensemble des acteurs de l'audiovisuel avant ces Jeux. Voilà, pour que tout le monde soit partie prenante, pour progresser aussi dans l'expression, dans les mots qu'on utilise aussi, pour rendre compte, pour nommer de façon juste. Ce sont des athlètes comme les autres, donc l'expression paralympique, je pense, plus appropriée. On a quand même enregistré des succès d'abord de diffusion, de durée de diffusion et d'audience qui étaient intéressants. France Télévisions a diffusé un volume très important puisqu'on était à 7 heures par jour de diffusion. L'équipe TV a également diffusé pas moins de 2 heures par jour avec des reportages qui étaient vraiment de très grande qualité. Je crois qu'une partie des Français ont aussi découvert les Jeux paralympiques. Et ça, c'est un vrai succès pour la visibilité et puis simplement pour l'unité de notre société.
Alors maintenant, pour 2024, puisqu'en 2024 on accueille les Jeux olympiques et paralympiques à Paris, qu'est-ce qu'on peut faire pour que, au fond, chaque Français soit incollable sur les disciplines paralympiques? Alors voilà, je pense que l'enjeu, c'est vraiment ça, c'est que ce ne soit pas simplement un rendez-vous tous les 4 ans. Bon là, ça sera tous les 3 ans, puisque les Jeux de Tokyo ont été déplacés dans le temps. Donc ce qui me paraît très utile, c'est de faire un retour d'expérience avec les médias, de voir les enseignements qu'eux ont retirés de cette opération. Je crois qu'ils en ont été en réalité très satisfaits, très heureux. Pour les équipes journalistiques, c'était un vrai motif de satisfaction. Et pour les éditeurs des chaînes de télévision, un vrai motif de fierté aussi de retransmettre ces événements. Donc faire un retour d'expérience, construire avec eux, bien évidemment, la couverture de 2024. Mais je dirais, il y a ce qui va entre 2021 et 2024. Il ne faut pas simplement qu'il y ait un événement spectaculaire autour des Jeux. C'est une occasion de donner un coup de projecteur, bien sûr. Mais il faut que dans l'année, régulièrement, on couvre ces disciplines, on accompagne des athlètes, qu'on les suive dans leur parcours de progression, et puis qu'on voit le résultat au bout du compte en 2024. Donc l'ambition, c'est vraiment ça. C'est qu'on rentre, j'allais dire, dans une quotidienneté de couverture de ces événements, et pas seulement dans de l'exceptionnel. Alors avant 2024, il y a 2022 qui nous attend avec beaucoup de rendez-vous électoraux, l'élection présidentielle, les élections législatives. Et la loi pour l'organisation de l'élection du président de la République a récemment évolué pour préciser que les candidats devaient veiller à l'accessibilité de leur campagne pour la présidentielle et à confier au CNCPH la mission de diffuser des recommandations. Alors on sait aussi qu'en matière d'accessibilité des campagnes, donc il y a la responsabilité des candidats, mais il y a aussi la responsabilité des médias. Alors des médias parce que certains relaient la campagne officielle et d'autres parce qu'ils prennent une part active dans l'organisation des débats et dans l'expression citoyenne. Alors comment on peut faire pour qu'en 2022, vraiment tous les citoyens, quelles que soient leurs contraintes d'accès à l'expression, à l'information, à la communication, puissent vraiment participer pleinement au débat et au fond faire leur choix comme n'importe quel citoyen? C'est bien évidemment un enjeu d'égalité des Français devant l'élection, hein, si je puis employer cette expression. C'est bien évidemment un rendez-vous très, très important pour nous parce que chaque élection fait peser sur le Conseil une responsabilité très forte. Vous savez qu'on a notamment la mission de veiller à ce que le pluralisme et donc l'égalité et l'équité entre les candidats soient bien préservés. On est en train de travailler sur les règles qui vont encadrer ces élections en termes de couverture médiatique, hein, notamment avec les règles de respect du pluralisme. Nous y travaillons en ce moment, on est en consultation avec le Conseil constitutionnel et on publiera vraisemblablement dans le courant du mois d'octobre une autre recommandation pour l'élection présidentielle. Il y a une partie également, au-delà de ces questions de pluralisme, qui nous intéresse directement, c'est l'organisation de la campagne officielle, avec, vous avez fait allusion, les clips que les candidats sont amenés eux-mêmes à diffuser, c'est ça organisant les modalités de cette diffusion. Et donc l'élément central, c'est de veiller effectivement à ce que l'ensemble de ces clips de campagne soient traités par le sous-titrage et l'utilisation de la langue des signes de la même façon, pour que chacun puisse connaître les engagements de campagne, les priorités de chacun des candidats. Donc nous allons y travailler ensemble, Jérémy, hein, on va avoir un dialogue sur ce sujet-là. On aura l'occasion bien évidemment d'échanger avec chacun des candidats pour être très, très vigilant sur ce point. Et dans nos échanges avec les médias, on va mettre fortement l'accent. On le met y compris vis-à-vis du pouvoir exécutif, hein. On a eu l'occasion, y compris pour la présidence de la République, de souligner combien la retransmission des discours en langage des signes était une grande attention. Nous-mêmes, ce matin, on faisait une présentation au CSA de notre nouveau rapport annuel sur la lutte contre les fausses informations, contre la manipulation de l'information. Il y avait un intervenant qui était là pour permettre voilà, que tout le monde puisse avoir accédé à nos propos dans des conditions d'égalité. Donc voilà, c'est un chantier pour nous et ça va être un des chantiers de l'automne et ça sera un motif d'échange supplémentaire avec vous, Jérémy.
Merci beaucoup. Vous pouvez compter sur la disponibilité du TNCPH pour suivre ces travaux en concertation avec Merci. avec vous. J'insiste vraiment à nouveau sur le fait que pour nous, vous êtes non seulement un partenaire de confiance et de dialogue régulier, mais sans vous, on ne peut pas y arriver. On a vraiment besoin de vous, on a vraiment besoin des associations. Et dans notre dialogue avec les médias, le fait de vous avoir en permanence à nos côtés, de nous stimuler aussi, parce que vous êtes là aussi pour ça, c'est ça qui nous permet de progresser. Et j'insiste sur cette idée d'avoir très régulièrement ce rendez-vous avec les Français pour leur dire, écoutez, voilà où est-ce qu'on en est, il faut qu'on aille plus loin. Et on voit qu'on peut le faire, on peut relever des défis et progresser. Merci. Merci beaucoup de votre invitation en tout cas. Merci.